Bonsoir à toutes et à tous. Cher professeur Chapoutot, cher Johan, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Institut. C'est un vrai plaisir de vous accueillir ce soir pour la première Suisse, je crois, Johan, de présentation du tout nouveau livre du professeur Chapoutot, Les Irresponsables, comment une démocratie disparaît au cœur de l'Europe, Allemagne, 1930-1933. Cher Johan, je souhaiterais commencer tout d'abord par te remercier d'avoir accepté de venir nous présenter ton livre un peu plus d'une quinzaine de jours après sa sortie en librairie. Je voudrais aussi remercier mon collègue, le professeur David Rodogno, pour avoir accepté de modérer la discussion qui va suivre la présentation tout à l'heure. Une citation d'Arnold Brecht que tu mobilises à la fin de ton livre résume fort bien la notion d'irresponsabilité. Brecht parle de, et je cite, « dilettantes politiques qui agissent aux frais de l'Allemagne et qui laissent l'addition derrière eux ». Le mot « responsable » trouve son étymologie dans le latin « respondere », répondre. Et responsable, celui qui répond de ses actes, celui qui, ou celle évidemment, qui est garant de quelque chose ou de quelqu'un. Le préfixe « ir » étant privatif, l'irresponsable est celui ou celle qui ne répond pas de ses actes, qui n'est pas garant de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une quinzaine d'années, j'avais lancé un programme de recherche sur la notion de responsabilité limitée, avec à la fois une exploration de la généalogie du concept, mais aussi de l'histoire, de la pratique juridique et économique associée. On le sait peu, mais en fait, la logique dominante du capitalisme avant les années 1850 était une logique de responsabilité illimitée. Ce qui veut dire que tout projet économique ou entrepreneurial engageait l'entière responsabilité des individus qui le portaient, voire même de leur entourage familial. Ces individus se portaient alors garants, y compris sur leurs biens et leurs richesses propres. Par les chemins sinueux d'une histoire que j'ai racontée ailleurs, mais sur laquelle je ne peux pas m'attarder ici, la structuration de notre société moderne, si on veut lui donner ce nom, cette société qui évolue avec l'industrialisation et ses différentes phases depuis essentiellement les années 1840-1850, s'est accompagnée de ce qui peut être vu comme une véritable révolution culturelle à travers le triomphe progressif du principe de responsabilité limitée. La responsabilité limitée émerge tout d'abord dans les dynamiques économiques et est rapidement transcrite dans de nouvelles formes juridiques. L'idée est simple, l'entrepreneur n'assume sa responsabilité qu'à la hauteur du montant qu'il ou elle investit dans un projet, même si l'entreprise créée fait faillite ou cause des dommages importants à ses parties prenantes, voire à la société. On peut penser par exemple à des dommages environnementaux majeurs. La responsabilité de l'investisseur individuel ne pourra pas aller au-delà du montant de son investissement, ce qui concrètement peut laisser une large part de responsabilité non assumée, en tout cas non assumée par les porteurs du projet. Une responsabilité qui du coup est transférée à la collectivité sous différentes formes. Toutes les externalités négatives, environnementales, sociales, dont on parle beaucoup de nos jours, sont finalement de cet ordre. Les économistes anglais du XVIIIe et du début du XIXe, et y compris Adam Smith, soulignaient combien cette évolution était dangereuse, car elle allait générer, selon eux, des comportements qui se caractérisent par ce qu'on appelle aujourd'hui l'aléa moral. Une situation d'aléa moral émerge quand un individu ou un collectif, étant isolé d'un risque, va se comporter autrement que si elle ou il devait complètement assumer ce risque. De manière moins prudentielle, moins responsable, dans la mesure où la conscience est présente, que les conséquences n'auront pas à être assumées. Pour reprendre les termes d'Arnold Brecht, on laisse l'addition derrière nous. Si l'on y réfléchit bien, cette transformation n'est pas seulement une transformation juridique et économique, elle est aussi véritablement une transformation culturelle, avec le progrès dans à peu près toutes les sphères de nos vies sociales, politiques, voire personnelles, individuelles, de cette culture de la responsabilité limitée, qui finalement est peu éloignée de celle de l'irresponsabilité. Les réseaux sociaux ne sont finalement qu'un amplificateur très puissant d'une tendance économique, sociologique, politique, culturelle qui s'inscrit sur le long XXe siècle et s'accentue encore potentiellement au XXIe siècle. Il est intéressant, je pense, de se poser la question de la manière dont cette culture de la responsabilité limitée ou de l'irresponsabilité s'exprime et s'affirme dans les dynamiques politiques et géopolitiques, au-delà de la dynamique économique.
avec des conséquences profondes sur le long XXe siècle, mais qui sont en grande partie non anticipées et de fait non anticipables. C'est un peu à travers ce prisme, cher Johan, que j'ai lu ton livre. Je reconnais que c'est un prisme qui est assez personnel et associé à mes propres recherches. Les Irresponsables, ton livre, parle du début des années 1930. Certes, c'est indéniable, mais pas uniquement. Je vous recommande vraiment à toutes et à tous de lire ce livre, qui en plus est extrêmement bien écrit. En le lisant, vous verrez que c'est aussi un livre qui parle d'aujourd'hui et qui souhaite parler d'aujourd'hui. La pertinence contemporaine est impressionnante, presque effrayante, comme tu le reconnais toi-même dans l'épilogue. Je dirais même que la pertinence contemporaine est devenue encore plus importante après la fin de l'écriture de ton livre, puisque ton livre soulignait avant tout finalement les résonances entre l'Allemagne des années 30 et la France de ces dernières années. Mais il est clair que le livre aide aussi à lire les développements récents outre-Atlantique et leurs réverbérations en Europe et partout dans le monde. Dans les toutes premières lignes de son livre pamphlet, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Karl Marx cite Hegel de la manière suivante. Je cite. Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent, pour ainsi dire, deux fois. La première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Marx écrit ce texte en 1852, à chaud, on pourrait dire, juste après le coup d'État du 2 décembre 1851, par lequel Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la Seconde République française, par ailleurs neveu de Napoléon Bonaparte, restaurait le régime impérial par un coup d'État qui ne disait pas son nom, devenant alors Napoléon III. Il faut bien sûr se souvenir que Bonaparte, l'oncle, avait essentiellement fait la même chose en mettant fin au Directoire le 18 Brumaire en 8, selon le calendrier de la Révolution française, d'où le titre du livre de Marx, c'est-à-dire le 9 novembre 1899. Ce coup d'État fut lui-même la première étape vers la mise en place du Premier Empire, Bonaparte devenant l'empereur Napoléon Ier par sacre officiel, et là, nouvel effet miroir, le 2 décembre 1804. L'oncle fut souvent appelé Napoléon le Grand. Quant au neveu, Victor Hugo produisit un ouvrage au titre évocateur, Napoléon le Petit, qui lui valut l'exil vers les îles anglo-normandes jusqu'en 1870. Johan va nous parler des difficultés de faire parler l'histoire justement au présent. Il faut bien sûr se méfier de raccourcis trop faciles. Pourtant, l'assemblage entre Trump, les libéraux autoritaires américains qui contrôlent aujourd'hui le parti républicain et les milieux d'affaires, en particulier les barons voleurs de la Silicon Valley, ou d'autres assemblages fonctionnellement équivalents dans d'autres pays aujourd'hui, semble être de manière troublante le miroir de l'assemblage historique que tu décris dans ton livre, la farce hegelienne en écho à la tragédie. Mais cette farce contemporaine est loin de n'être malheureusement qu'une farce. Elle est farce profondément tragique, on le sent bien, peut-être potentiellement encore plus dangereuse que la tragédie originelle. Non, l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye fichtrement. La lecture de ce livre et l'exposé qui va suivre nous donnent le regard de l'historien sur ce qu'on peut en effet tirer de l'histoire pour comprendre le présent et anticiper le futur. Johan Chapoutot est professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Il est spécialiste de l'histoire du nazisme, de l'Allemagne et de la modernité occidentale, un des plus grands spécialistes européens aujourd'hui. En 2006, il a soutenu sa thèse sur la réécriture de l'Antiquité par le régime nazi. Ayant obtenu son habilitation à diriger des recherches en 2013, il devient professeur des universités en 2014. Johan Chapoutot est l'auteur de 12 ouvrages traduits dans 16 langues et distingués par de nombreux prix nationaux et internationaux, comme par exemple, et je lis que quelques-uns des titres, Le meurtre de Weimar, publié en 2010, La loi du sang, penser et agir en Asie, publié en 2014, La révolution culturelle nazie, 2017, Libre d'obéir, 2020, Le grand récit, 2021, et le dernier donc, dont nous allons parler aujourd'hui, Les irresponsables. Je vous les recommande tous. Au-delà des irresponsables, je dois dire que j'ai personnellement un attachement et un petit faible pour Libre d'obéir, qui a été publié en 2020. Tout d'abord parce qu'il résonne beaucoup avec mes propres travaux sur l'américanisation, la managérialisation et le néolibéralisme, mais aussi parce qu'il a été en fait à l'origine de notre rencontre, cher Johan, dans des circonstances assez uniques, puisque c'est mon père qui a fait le lien entre nous, et je salue mes parents qui, je pense, écoutent et vont être présents en ligne pour
pour cette conférence. Je ne t'ai pas encore dit, par ailleurs, je ne l'ai pas encore dit hier, que j'ai appris ce week-end que ce livre avait aussi profondément inspiré l'une de mes filles, qui a écrit une chanson et la musique qui l'accompagne à partir de la lecture de Libre d'obéir. Et le titre de la chanson est Free to Pay. Je la partagerai évidemment. Donc tout ceci est en train de devenir une véritable histoire de famille. Cher Johan, merci beaucoup d'être venu nous présenter ton livre et je me réjouis de t'écouter. Chère Marie-Laure Salle, cher David Rodogno, mesdames et messieurs, merci infiniment pour cette invitation au Graduate Institute où je mets les pieds pour la première fois, j'en suis très honoré. Merci infiniment au professeur Salle pour cette introduction si parfaitement problématisée. Je dois dire que j'étais perdu dans un abîme de méditation et que j'aurais bien continué à écouter le professeur Salle pendant une bonne heure, puisque de fait, au-delà de la simple introduction courtoise qui s'impose dans ce genre d'événement, il s'agit d'une véritable problématisation intellectuelle. J'ai beaucoup apprécié ce que tu disais de la notion de responsabilité. Alors effectivement, c'est dans le titre, mais parfois les titres n'ont qu'une valeur d'affichage, marketing, on va dire. De fait, la notion de responsabilité traverse mes travaux. Tu l'as cité, Libre d'obéir. Libre d'obéir est un livre qui parlait d'un général SS qui était devenu une référence dans la pensée managériale en Allemagne et dans l'espace germanique après 1945. Et lors d'un de ses séminaires, dans une école de commerce qu'il avait fondée, qui a formé 700 000 cadres, il avait coutume de dire grâce à ma méthode de management, vous, les cadres, vous ne serez plus jamais responsables. Plus jamais. Puisque j'ai pensé la chose de telle sorte que la responsabilité, donc la culpabilité de l'échec, retombe sur vos subordonnés. Et de fait, le titre de cet ouvrage est en écho à cela et en écho également à des tics de langage que l'on entend de la part de responsables politiques, dit-on, par antiphrase peut-être, qui usent et abusent d'une expression qui est « j'assume ». C'est quelque chose qui revient très souvent dans les débats ou sur les plateaux télé. J'assume ceci, j'assume cela. Ce qui est pour le coup là une véritable antiphrase parce que par définition ils assument très rarement, voire jamais. Puisque, de fait, des politiques de destruction de l'État-providence, de l'État social, voire de l'État tout court, n'ont pas de conséquences dans la vie concrète, dans la vie réelle de personnes qui prennent ces décisions-là et qui, une fois l'hôpital public dévasté, pourront toujours aller se faire soigner à l'hôpital américain de Neuilly, moyennant des finances abondantes. Donc, cette irresponsabilité-là, elle semble parfaitement consubstantielle à une forme d'humanité contemporaine, puisque, tu le disais, Marie-Laure, au-delà de la révolution juridique de la responsabilité limitée, il y a peut-être une mutation anthropologique dans la direction des sociétés au sens juridico-technique, économique du terme, comme des sociétés politiques tout court. Et ça vaut particulièrement, effectivement, tu le disais également, pour ce personnel politique de l'Allemagne qui, entre 1930 et 1933, a décidé froidement, sur le fondement d'un calcul, d'un pari, d'un petit risque, de faire alliance avec l'extrême droite. Cette alliance est matérialisée le 30 janvier 1933, nous le savons, c'est un événement welthistorisch, de portée historique mondiale. Ça s'est matérialisé par la nomination d'Adolf Hitler à la chancellerie, au poste de chancelier. Un jeune chancelier qui a 43 ans à cette époque, et un jeune citoyen allemand, puisqu'il vient d'être naturalisé, un peu moins d'un an auparavant. Il était autrichien, comme vous le savez, et il a été naturalisé grâce à un gouvernement de coalition, déjà entre la droite et l'extrême droite, dans le Land de Braunschweig, un des 18 Länder qui composaient l'Allemagne à cette époque. Et je rappelle dans ce livre que l'expérience qui est tentée au niveau du Reich, c'est-à-dire au niveau fédéral, le 30 janvier 1933, est une expérience qui est déjà en cours dans 3 Länder, la Thuringe, l'Oldenburg et le Braunschweig, où, depuis 1930, vous avez des gouvernements de coalition
coalition entre la droite et l'extrême droite, entre les libéraux autoritaires, les nationaux conservateurs et les nazis. Et c'est sur le fondement de cette expérience réussie de leur point de vue, puisque les nazis sont toujours au fond très raisonnables, ils ne demandent pas grand-chose dans un gouvernement de coalition, ils ne demandent jamais que le ministère de l'Intérieur, figurez-vous. Alors, ils ont des exigences tout à fait raisonnables. Et par ailleurs, il s'avère, au fond, beaucoup plus urbain, beaucoup plus courtois, beaucoup plus civil, beaucoup plus présentable socialement que l'image du SA qui va cogner du communiste, du syndicaliste dans la rue. Le docteur Frick, qui est ministre de l'Intérieur de Thuringe depuis 1930, docteur en droit, sait parfaitement tenir sa fourchette à poisson ou son verre à vin et cultive les meilleurs usages de la meilleure société. On peut faire affaire donc avec ces gens-là. Et de fait, c'est ce pari qui est pris le 30 janvier 1933. Alors, la décision d'écrire cet ouvrage est assez récente, puisque je n'en avais pas idée, au fond, à l'automne 2023. Je ne savais pas que j'allais travailler là-dessus, même si, de fait, la référence à 1932 en Allemagne me taraudait, et même si j'en parlais comme cela, à la volée, à mes étudiants de la Sorbonne, puisque je faisais souvent référence à ce moment où des libéraux autoritaires, je vais revenir sur ce syntagme qui peut paraître un petit peu oxymorique, curieux, voire choquant pour des gens attachés au libéralisme, donc des libéraux autoritaires qui étaient attachés à l'entreprise et un peu moins à la démocratie, ont décidé, là encore froidement, que pour se maintenir au pouvoir, la meilleure option, comme on dit aujourd'hui, c'était de faire alliance avec l'extrême droite, qui à l'époque donc avait pour nom les nazis. J'ai décidé de me remettre à ce dossier-là, à cette historiographie-là, à ces sources-là, parce que, de fait, et je ne m'en cache pas, je le dis ouvertement dans le livre, en situant qui parle, qui est historien, qui travaille, et comment il travaille, et en rappelant d'ailleurs, c'est une banalité pour les historiennes et les historiens, que toute histoire est contemporaine, c'est-à-dire que nous adressons au passé par définition, et par nécessité ontologique, on va dire, nous adressons au passé les questions du présent. Les questions d'un homme blanc de 46 ans, qui est fonctionnaire, qui a quelques convictions politiques, qui est papa de 2 petites filles, qui se pose des questions sur ce qu'il se passe et qui lit le journal tous les matins. Bref, ce sont ces questions-là, situées socialement et géographiquement et ainsi que temporellement, ce sont ces questions-là qui sont adressées au passé. Et ces questions-là sont informées par une actualité politique, qui est celle d'un pays voisin de celui-ci, qui est la France, où depuis 2017, sous couvert de modernité, de progrès, de disruption, de changement, de dépassement du vieux clivage droite-gauche, lequel dépassement était déjà une ambition fasciste dans l'entre-deux-guerres, et sous couvert également d'émergence d'un nouveau mouvement qui, surprise tout de même pour le citoyen que j'étais, portait les initiales de son fondateur, ce qui me semblait curieusement mégalomaniaque et un petit peu suspect, je dois dire, et qui par ailleurs, en proclamant le En Marche, semblait faire référence à quelques bruits de bottes qui m'étaient personnellement assez désagréables. Donc c'est en voyant ce qu'il se passait dans ce pays depuis 2017 que j'ai décidé de revenir sur une période plus ancienne. Pourquoi ? Parce que les historiennes et les historiens ont pour sixième sens, et peut-être pour espace d'évolution et de déploiement, le temps. Le temps passé, mais pas que, le temps passé, et il est très courant qu'entre nous, nous discutions et nous fassions des détours par le passé, tout simplement pour mettre nos idées à l'épreuve, pour nous cultiver, pour affiner notre regard sur le présent, pour polir nos concepts et nos catégories, et pour revenir au fond un petit peu plus aigu, plus acéré, plus armé, mieux armé, pour comprendre notre présent. Et de fait, l'époque de la fin de la République de Weimar, qui, du point de vue des contemporains, j'y reviendrai, n'était pas à la fin de la République de Weimar, parce que rien n'était écrit, eh bien cette époque-là est assez matricielle. Matricielle pour notre contemporanéité, dans la mesure où une série d'expériences ont été menées, comme un peu partout, comme en France, entre la déflation Laval d'un côté, politique orthodoxe, budgétaire d'austérité, et le Front populaire de l'autre, politique keynésienne de relance. On a expérimenté des choses dans les années 30, tout simplement parce qu'on faisait
face à la faillite du libéralisme. La crise de 29, la récession longue qui a suivi la crise du capitalisme de casino, de crédit, de subprime, c'est déjà à l'époque qui avait marqué l'économie américaine, a suscité une remise en cause généralisée et une tentative de répondre à cette rupture du contrat social inaugurée par les différentes dite révolution industrielle, qui était au fond, vous renoncez à votre vie traditionnelle, vous renoncez à votre liberté, mais vous aurez plus ou moins la sécurité de l'emploi et un revenu lié à votre activité salariée. Ce contrat-là avait été rompu et il fallait donc inventer autre chose. Et on se rend compte que c'est précisément au début des années 30 que on met en œuvre des politiques austéritaires violentes, de destruction de l'État social, de réduction des traitements des fonctionnaires, de réduction des prestations sociales, etc., que l'on imagine également des politiques de relance. Alors Keynes le formalise très bien, déjà dès la fin des années 20, et puis il consacrera cela par la publication en 1936 de son maître ouvrage. Et par ailleurs, on imagine d'autres formes de configuration du social, avec notamment les premières réflexions néolibérales, c'est-à-dire que face à la faillite du premier libéralisme, on en invente, on en imagine un nouveau, et ça, ce sont des intellectuels, des professeurs de droit, d'économie, d'histoire, de l'université de Fribourg, qui s'attellent à la tâche et qui imaginent l'ordolibéralisme. Et parmi toutes ces expériences, il y a également quelque chose qui, dans un premier temps, n'est pas formalisé intellectuellement, mais qui est une pratique politique, qui est celle du libéralisme autoritaire. Et de fait, c'est une expression qui a été forgée en Allemagne à l'automne 1932 par un juriste qui était professeur à l'université de Francfort, Hermann Heller, qui était social-démocrate et qui, voyant ce qui était mis en œuvre par le gouvernement de Franz von Papen depuis l'été 1932, a forgé cette notion qui peut paraître paradoxale car oxymorique. Libéralisme et autorité, paraît-il, ne font pas bon ménage, mais si, dit-il, bien sûr que si. On peut vouloir la prospérité économique, en l'occurrence celle des entrepreneurs et celle du profit, tout en considérant que celle-ci a pour corollaire l'estompement, voire la disparition de la démocratie libérale. C'est précisément ce qu'il s'est passé en Allemagne à cette époque. Donc c'était pour préciser mon regard sur ce que je voyais sous mes yeux, pour préciser des notions, que j'ai fait ce détour-là. Et c'est également pour répondre, du moins indirectement, à ce que l'on entend généralement sur cette période. Une période qui, évidemment, nous préoccupe parce que, de fait, ce n'est pas rien. Une démocratie aussi puissante, avancée, libérale que la République de Weimar qui disparaît au cœur du XXe siècle, au cœur de l'Europe. C'est quand même une forme d'affaissement qui nous concerne, nous, et sans doute d'autant plus aujourd'hui avec ce que l'on voit un petit peu partout autour de nous en Europe et dans cette extrême Europe qu'est l'Amérique du Nord. Et cette question qui nous préoccupe est généralement beaucoup évoquée dans l'espace public, médiatique, mais selon des coordonnées qui sont fausses. Parce que ce que l'on entend d'habitude, c'est que les nazis ont été élus. Ils n'ont jamais gagné aucune élection. On entend que Hitler est arrivé démocratiquement au pouvoir, ce qui est faux. On entend sinon, et c'est d'ailleurs peut-être un peu contradictoire avec ce qui précède, qu'il y avait une forme de poussée tectonique comme cela, du nazisme, ou alors océanographique, d'une marée brune qui était inéluctable, inexorable, et qu'on ne pouvait pas s'opposer à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et ce sont des choses que l'on enseigne d'ailleurs pieusement dans l'enseignement secondaire. J'ai fait une revue des manuels. Alors, je ne préjuge pas du tout de ce que font dans leur grande sagesse et dans leur savoir les enseignants, mais de fait, les programmes et les manuels donnent une indication de ce que certaines élites considèrent que l'on doit apprendre d'une période. Alors déjà, on doit apprendre pas grand-chose désormais, puisque la part vouée à la République de Weimar et à sa fin est extrêmement réduite par rapport à ce que j'avais pu, moi, vivre comme élève ou comme étudiant. Et par ailleurs, ce que l'on en dit, le peu que l'on en dit est faux.
généralement, on vous explique, alors on ne vous dit pas qu'il a été élu, etc. Ça, ce serait trop gros, si vous voulez, comme erreur, mais on vous fait remplir des petits schémas, on vous montre qu'une crise financière suscite une crise économique, qui suscite une crise sociale, laquelle entraîne une crise politique sous la forme consacrée désormais de la montée des extrêmes et de la fin de la démocratie. Eh bien, ça aussi, c'est faux, puisque lorsque l'on resserre la focale, d'habitude, on raisonne en années, effectivement, quand on superpose les statistiques de la progression du chômage en Allemagne et les statistiques de la progression du parti nazi, année par année, on a une correspondance logarithmique quasi parfaite. Or, lorsqu'on resserre la focale à 1932, et lorsqu'on a une échelle beaucoup plus fine, on se rend compte que les nazis font plateau entre le printemps 32, élection présidentielle, où Hitler arrive au second tour contre Hindenburg, et l'été 32, élection législative, après une dissolution malheureuse. Ils font plateau à ce moment-là parce qu'ils gagnent quelques pouillèmes, c'est quasiment epsilonesque de voix entre le printemps et l'été, et après l'été, c'est la dégringolade. C'est-à-dire que les nazis s'effondrent. Alors ils s'effondrent au niveau du Reich, puisqu'il y a une nouvelle dissolution et une nouvelle élection le 6 novembre 1932. Ils perdent 2 millions de voix, 4 points, plus de 30 députés, ce qui n'est pas rien. Mais pire encore, lorsque vous regardez, alors là c'est une échelle géographique qu'il faut mobiliser, non plus seulement chronologique, à l'échelle géographique, si vous affinez les choses et vous allez voir les élections cantonales, régionales, municipales, là vous constatez un effondrement spectaculaire. Les nazis perdent 10, 20, 30, 40 points dans les scrutins de l'automne 1932. Le scrutin le plus symbolique, et Goebbels en parle dans son journal, c'est les élections municipales de la ville de Weimar, ville symbolique s'il en est, puisque lieu de la Constitution de 1919, ville d'extrême droite, qui a toujours gentiment voté nazi, et aux élections de décembre 1932, le NSDAP, le parti nazi, perd 35 points. Vous imaginez, une chute de 35 points. Alors, bon, ça ne va pas nourrir le Parti social-démocrate, mais ça retourne vers les partis de droite traditionnels ou vers l'autre parti d'extrême droite qui est le DNVP. Donc c'était pour reprendre ce dossier, répondre à tout cela qui m'irritait un petit peu, qui agressait mon tympan d'historien, un petit peu comme quand des musiciens entendent des canards et des fausses notes à longueur de temps, que j'ai voulu reprendre ce dossier. Pour en voir finalement quelques enjeux que je vais trop brièvement ici vous exposer. L'enjeu d'abord d'une démocratie confisquée. Parce que c'est précisément ce qu'il se passe en Allemagne depuis 1930. La fin de l'histoire, entre la fin décembre 1932 et puis la fin janvier 1933, la fin de l'histoire, c'est que les nazis qui prétendent avoir pris le pouvoir, dans une réécriture épique et totalement fabulatrice des choses, où ils se dépeignent en assaillants qui prennent une forteresse, cette version est évidemment fausse, les nazis n'ont rien pris, on leur a donné le pouvoir. Et ce « on », eh bien, il est déjà actif 3 ans auparavant, au printemps 1930. Printemps 1930, le dernier gouvernement parlementaire de la République de Weimar, on ne le sait pas encore à l'époque, mais rétrospectivement c'est le cas, le dernier gouvernement parlementaire de la République de Weimar démissionne. C'est un gouvernement de grande coalition. Les Allemands ont inventé la grande coalition, parallèlement aux Autrichiens aussi, dans les années 20. Il y en a eu en 23 et il y en a à nouveau entre 1928 et 1930, gouvernement dirigé par un social-démocrate, le chancelier Hermann Müller. Alors, les sociodémocrates ne sont pas des gauchistes échevelés et très agressifs, mais ils font tout de même passer quelques mesures sociales, dont une qui est importante, qui est la création d'une assurance chômage en Allemagne. Une assurance chômage qui épouvante le patronat allemand, pour plein de raisons, mais également des raisons d'ordre religieux, on va dire, qui tiennent du tabou. Il ne faut pas donner de l'argent aux gueux, bon, c'est comme cela, c'est une forme de dogmatisme à la fois économique et social assez curieux. Et le patronat, par la voie du RDI, le Reichsverband der Deutschen Industrie, équivalent du MEDEF en France aujourd'hui, entre en guerre contre le gouvernement de grande coalition et entame un lobbying intense
au niveau du président du Reich, qui est le président Hindenburg depuis 1925, pour mettre fin à cette grande coalition. La grande coalition éclate au printemps 1930 parce que les ministres de gauche et les ministres de droite ne sont pas d'accord sur les solutions à apporter à la crise, ça peut se comprendre. Et à partir de ce moment-là, le président Hindenburg décide, avec ses conseillers, de nommer un cabinet qu'on appelle un cabinet présidentiel, présidial, cabinet présidentiel qui va gouverner non pas avec le Parlement, comme c'est la règle en démocratie parlementaire, mais qui va gouverner sur le fondement d'ordonnances d'exception de l'article 48 alinéa 2 de la Constitution de Weimar, qui dispose que, en cas de circonstances exceptionnelles, le président du Reich prend toutes les mesures pour rétablir la normalité, etc. Alors, c'est toujours le charme et la poésie des pouvoirs d'exception de ne jamais préciser de quelles circonstances on parle. Les circonstances imaginées par le législateur en 1919, c'est évidemment la catastrophe naturelle, l'épidémie, l'invasion du territoire, que sais-je encore. Là, des ordonnances vont être signées à partir du printemps 1930 pour organiser l'ordinaire du gouvernement. Et l'ordinaire du gouvernement, c'est le budgétaire. Donc, on va signer des ordonnances présidentielles d'exception pour faire passer une nouvelle taxe sur la bière, par exemple. Voilà. Et c'est comme cela qu'on va gouverner pendant 2 ans. Donc à partir de 1930, il se passe quelque chose d'épouvantable d'un point de vue constitutionnel, qui est un coup d'État, on va dire, quasi silencieux, puisqu'il n'y a pas eu le fracas des armes, il n'y a pas eu de loi martiale qui a été imposée au pays. Mais un président va décider d'abuser de son pouvoir. Et au fond, il peut le faire puisqu'il jouit d'un statut, d'une réputation quasi mythologique dans l'Allemagne de cette époque. Ce qui me fait remonter un petit peu en arrière, à l'élection de 1925, où le président Hindenburg, enfin le candidat Hindenburg, faisait face à un autre Marx, Wilhelm Marx, un homme politique du Zentrum, un centriste, catholique, qui, alors, n'était pas... là non plus d'un gauchisme congénital, mais qui était tout de même un républicain respectueux de la Constitution. Et qui, après 1925, s'il avait été élu, et ça se joue à très peu de choses au fond, les choses auraient pu être très différentes dès 1925, eh bien n'aurait pas eu cet usage de l'état d'exception. Tout simplement parce qu'il n'en avait pas, au fond, le pouvoir charismatique, pour reprendre la catégorie weberienne. Là, au pouvoir légal rationnel, évidemment, Hindenburg ajoute le pouvoir charismatique de son statut de quasi-statue vivante, pour le coup, maréchal d'Empire, héros de la Grande Guerre, etc., et puis incarnation de l'idée prussienne. Cette démocratie est confisquée par et pour des intérêts particuliers qui n'ont que faire de l'intérêt général. Et c'est quelque chose qui va s'aggraver au cours de la période, puisqu'après tout, une fois que le pli est pris, la pente est dévalante. On se rend compte que Brüning, par exemple, qui était un homme de droite, conservateur, orthodoxe d'un point de vue budgétaire, et qui va mener ce que tout le monde fait à l'époque, c'est-à-dire une politique de déflation, d'austérité. On réagit à la crise par des saignées qui rappellent vraiment les diafois russes du théâtre de Molière. On va saigner le malade jusqu'à le rendre exsangue, en menant une politique d'austérité procyclique qui aggrave la crise. Et 2 ans plus tard, Brüning, pour tenter de résoudre le problème du chômage qui n'en finit pas de s'aggraver, a l'idée de faire une réforme agraire, qui est une idée formidable dans la mesure où il y a des millions d'hectares en Allemagne qui sont en déshérence à l'est de l'Elbe et qui sont la propriété de grands latifondiaires, de grands agrariens qui, en réalité, n'en font rien. Et qui n'en font rien aux frais de l'État, puisque, après l'élection d'Hindenburg, qui est lui-même un grand latifondiaire, bizarrement, depuis 1926, une 60aine de textes réglementaires ont été pris pour donner beaucoup d'argent public sous forme de subventions aux grands propriétaires terriens, lesquels n'en font rien sur le terrain, mais en profitent pour agrémenter leur niveau de vie. C'est un scandale qui touche d'ailleurs directement la famille Hindenburg. Et lorsque Brüning a l'idée de lotir ces grandes propriétés à l'Est pour les attribuer à des chômeurs qui, alors
Une idée géniale du point de vue même d'un homme de droite, parce que ça va vider les villes de ses chômeurs, ça va priver les partis révolutionnaires de leur électorat, ça va résoudre le problème de la famine par l'autoconsommation, et ça va donner de l'occupation à des gens qui n'en avaient pas. Par ailleurs, dans une logique nationaliste, ça arme démographiquement ce qu'on appelle les marches de l'Est contre le vaste espace slave qui est devenu, comme vous le savez, judéo-bolchevique depuis 1917. Cette idée-là heurte le principe selon lequel on ne touche pas à la propriété terrienne. C'est comme ça. C'est une sorte de totem à l'époque, un peu comme les start-up aujourd'hui, ou la disruption, ou le management, on ne touche pas à ça. À l'époque, c'est la propriété terrienne, c'est comme ça. Et de fait, Brüning va être renvoyé par le président Hindenburg, en grande partie en raison de son projet de réforme agraire. Autrement dit, c'est un tout petit monde de conseillers, de lobbyistes qui va peser autour du président sur le renvoi de son chancelier. Et c'est là qu'on voit, c'est un autre des thèmes, un autre des enjeux de cette période, c'est là qu'on voit, après la démocratie confisquée, le problème du présidentialisme, du pouvoir personnel. Pouvoir personnel qui se mue par nécessité, on le sait depuis l'époque moderne et l'émergence de la monarchie absolue, qui se mue très rapidement en règne des entourages. Forcément, vous avez une personnalité qui n'est pas armée pour affronter tous les enjeux, qui a quelques idées rudimentaires d'un point de vue social et économique. Bon, en plus, c'est un homme très âgé, et puis c'est un militaire de carrière qui n'est pas le plus grand des lecteurs, ni le plus fin des dialecticiens, on va dire. Hein. Et cet homme-là est entouré par une petite coterie de gens qui se retrouvent là, au fond, par une forme de sélection inversée ou de sélection négative. Parce que pour persister dans l'entourage du prince, comme conseiller, il faut être tout sauf un conseiller, c'est-à-dire il faut donner tout sauf de vrais conseils. Si vous êtes un vrai conseiller, vous avez un esprit critique, argumenté, vous êtes intelligent, vous êtes documenté, et il vous arrive de contredire le maître. Bon, évidemment, vous partez assez rapidement dans ces cas-là. Donc ne subsistent avec le temps, autour du prince, que les plus médiocres, les plus égoïstes, les plus mauvais. Et c'est précisément ce qu'il se passe autour du président Hindenburg. Vous avez un représentant de l'armée, un représentant de la haute administration, un représentant des grands agrariens et son fils, l'inénarrable Oskar von Hindenburg, militaire de carrière raté, qui a toujours évolué dans le sillon de son papa et qui a obtenu enfin de haute lutte son grade de lieutenant-colonel à la fin de sa carrière parce que son père était devenu président du Reich et qu'il l'avait nommé adjudant particulier du président. Ce sont des enjeux que l'on retrouve aujourd'hui dans des pouvoirs ultra personnalisés. En France, évidemment, dans la mesure où d'ailleurs notre constitution de 1958 est directement inspirée de la constitution de Weimar dans sa torsion présidentialiste post-1930. Autant vous dire que c'est quelque chose que l'on oublie généralement de rappeler dans les manuels scolaires et dans l'enseignement, puisque on préfère plutôt arguer du génie universel du général de Gaulle, qui aurait donné naissance à l'architectonique majestueuse de la Ve République, alors que de fait, c'est une dérivation directe via le professeur René Capitan de la fin de la République de Weimar. Évidemment, c'est un précédent qui est peu amélioratif, sur lequel on garde un petit silence, parce que vu la manière dont ça s'est terminé, ce n'est pas forcément recommandable. Et on le voit également, évidemment, aujourd'hui avec les volontés de constitution d'une présidence impériale aux États-Unis, avec tout ce que cela comporte d'errement, d'imbécilité, de vulgarité, de médiocrité et d'illégalité aussi, hein, avec des gens qui sont nommés par le fait du prince, sans être véritablement membres du gouvernement, sans être passés devant le Congrès, etc., etc. Cette période 1930-1932 est marquée donc par plusieurs expériences. En termes de politique économique, on a eu la déflation Brüning, qui a été un échec, comme elle a été un échec en France, avec la déflation Laval, comme elle a été un échec aux États-Unis, avec Hoover, etc.
Et face à cet échec, on a expérimenté autre chose qui est une politique de l'offre. Et là encore, pour le citoyen contemporain, cela évidemment a des échos assez stridents. Politique de l'offre qui consistait au fond à rouvrir les vannes du financement public, à ne plus se préoccuper ni de la dette ni du budget, qui étaient pourtant des totems intouchables 3 jours auparavant, mais finalement non, on décide de creuser la dette, mais au bénéfice des entrepreneurs. Par des crédits d'impôt, par des subventions directes, par également une dérégulation sociale généralisée qui devait permettre plus rapidement d'embaucher et de licencier. Cette politique de l'offre était couplée avec une conception autoritaire de l'exercice du pouvoir, puisque après ce gouvernement d'exception qui avait duré 2 ans sur le fondement d'ordonnances présidentielles, on avait décidé de réformer la Constitution dans un sens autoritaire, présidentialiste. Et c'était le projet de l'automne 1932. Le gouvernement ne disposait pas de socle socio-électoral suffisant et donc de légitimité pour mener cette politique à bien, puisqu'il a perdu, avec une constance assez admirable, toutes les élections législatives qu'il avait lui-même provoquées par des dissolutions. Et in fine, la décision qui a été prise pour se maintenir au pouvoir, puisqu'on a affaire à des gens qui... par leur naissance, par leur réseau, par leur vie, par leur fréquentation, croient à la fois être le sel de la terre et avoir les meilleures idées économiques, politiques et sociales. Ces gens qui voulaient absolument rester au pouvoir, autour de von Papen, ont décidé de faire une opération arithmétique qui, en termes de statique, pouvait à la limite se plaider, additionner des pourcentages, et donc s'allier avec l'extrême droite, en méconnaissant complètement à quoi ils avaient affaire. Par un mépris de classe et une condescendance infinie, ils avaient considéré avec beaucoup de hauteur cet agitateur de brasserie hystérique et moustachu venu des bas-fonds de Linz et de Munich, qui était Hitler, qui n'avait même pas son brevet des collèges, qui avait même pas atteint un grade de sous-officier pendant la guerre. Mais il n'avait pas vu que, premièrement, cette première ligne nazie était animée par une rage et une ferveur qui était tout à fait étrangère à la conception politique bourgeoise de ces libéraux autoritaires. Je cite d'ailleurs dans le livre cette phrase de Goebbels qui est incroyable dans son journal, où quand il dit « Ces crétins vont nous donner le pouvoir, nous ne le rendrons jamais, ce sont nos cadavres qu'il faudra sortir de là. » Ce sont nos cadavres qu'il faudra sortir de là. Il écrit ça au moment où Magda Goebbels, son épouse, en août 1932, est enceinte et va donner naissance à leur première fille, Helga. Et effectivement, le 1er mai 1945, ce sont les cadavres des 6 enfants Goebbels que l'armée rouge sortira du bunker. Donc cette infatuation, ce dilettantisme, cet amateurisme, cette inconséquence permanente de gouvernants persuadés de leur propre génie, et persuadés d'avoir fait une bonne affaire, puisqu'au fond, dans une conception boursière de la politique, ils achètent les nazis à la baisse. Je vous le disais, les nazis sont en train de s'effondrer fin 1932. Le parti est en train d'éclater, Goebbels rentre en dépression et Hitler parle même de se suicider, si vous voulez. Et la bonne affaire, elle a lieu le 30 janvier 1933, lorsqu'un gouvernement de coalition de droite et extrême droite est nommé. Et dans ce gouvernement de coalition, sur 12 ministres, vous n'avez que 3 nazis. 3 nazis. L'affaire est excellente. Et Papen peut claironner partout qu'il a tellement acculé Hitler dans un coin de la pièce qu'Hitler va finir par couiner. Fin janvier 1933. Sauf que il n'avait pas vu la résolution de ces nazis au pouvoir. Il n'avait pas vu également que derrière la première ligne, il y avait une seconde et une troisième ligne de jeunes gens très bien formés, souvent docteurs des universités allemandes et excellents professionnels, et qui en quelques semaines vont vider l'état de droit de toute sa substance et détruire l'Allemagne démocratique que nous connaissions. C'est cette histoire qu'il m'a semblé important de revisiter. J'ai
moi-même été surpris, si vous voulez, par l'inflation des parallèles qu'il pouvait y avoir entre cette époque et la nôtre. Je n'en imaginais pas tant, et je n'imaginais pas que c'était à ce point-là. En me plongeant dans les discours et les écrits de ces libéraux autoritaires, j'ai trouvé des échos absolument immanquables avec une période plus contemporaine, avec notre actualité politique. Et c'était cette histoire-là qui me semblait important de revisiter pour, encore une fois, aiguiser notre regard sur un présent qui, sinon, peut apparaître résolument indéchiffrable. Là, pour le coup, l'histoire est vraiment une école de lucidité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Chapoutot. Bonsoir tout le monde. Je commencerai simplement par vous dire merci si je devais écrire un compte rendu du livre que je viens de terminer. Et merci de nous l'avoir envoyé. Je vous dirais d'abord un premier merci parce que vous faites quelque chose qui est très nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire, et vous l'avez dit dans votre présentation, resserrer la focale. La granularité est un art perdu que j'inviterai tous nos étudiants à reconsidérer parce qu'elle a un certain nombre de vertus et votre exposé nous a donné un exemple très tangible de à quoi ça sert de resserrer la focale. Après, vous êtes un peu comme des directeurs de films, vous êtes très capable de faire du zoom out et de nous présenter les choses de manière contextualisée, et c'est la deuxième raison pour laquelle je dois vous dire merci, parce que vous faites un plaidoyer contre quelque chose qui est très à la mode, certainement très à la mode à Genève, c'est-à-dire l'idée des lessons learned. Et c'est un terme que je déteste très profondément, puisque vous nous expliquez exactement le contraire, que rien n'est inéluctable. Et donc, comme vous le dites très bien, il y a beaucoup de parallèles, mais il n'y a pas d'identité. 2025 n'est pas 1930 ou 31 ou 32 ou 33, et ça c'est très important. Et la troisième raison pour laquelle je souhaite vous dire merci, c'est le récit et votre plume accessible et bordélienne, et ça fait du bien parce que nous avons aussi perdu l'accessibilité, et nous académiques, nous perdons dans un jargon que souvent n'aide pas trop, et votre exposé nous aide beaucoup. Avant d'ouvrir le débat, je voudrais vous poser quelques questions. La première est liés à ces libéraux autoritaires. Vous les avez définis des crétins, certains le sont certainement, et c'est des médiocres, mais en même temps, ils ont une combinaison quasiment tragique, parce qu'à l'idiotie se rajoute l'arrogance, parce qu'ils ne semblent pas très bien avoir compris qui est en face d'eux. Oui, alors c'est déterminé socialement, hein, de fait, avec ces gouvernants de l'année 1932. Lorsque von Papen est nommé chancelier, il ne nomme pas son gouvernement, c'est en réalité le général von Schleicher qui manipule tout de la coulisse et qui nomme le gouvernement le 4 juin 1932. On a affaire à un gouvernement qui ne correspond en rien à mais même de très très loin, à une quelconque sociologie du pays. Ce qui est une rupture avec, au fond, le pacte démocratique républicain de la République de Weimar. Parce que depuis 1918-1919, on a d'anciens artisans, des enfants d'ouvriers qui sont devenus ministres, qui sont devenus chanceliers, par la République et par la pompe aspirante du Parti social-démocrate. Là, au fond, la nomination du gouvernement Papen est un véritable manifeste de mépris de ce qu'est la notion même de démocratie, puisqu'on nomme 4 barons d'empire
on nomme des lobbyistes industriels qui ont un autre type de noblesse qui est le doctorat et le professorat, et à telle enseigne que le SPD parle de gouvernement des barons. Aujourd'hui, on parlerait de gouvernement déconnecté, ou de gouvernement hors sol. Et ces individus-là, qui étaient généralement soit des lobbyistes industriels, soit des hauts fonctionnaires, considèrent que rien ne les a démentis jusqu'ici d'ailleurs, qu'ils ont raison sur tout, puisqu'ils ne fréquentent que des gens comme eux. D'ailleurs, dans des cercles de sociabilité qui se sont vite constitués au moment de la Révolution de 18-19, comme antidote, on a créé des cercles patronaux, des cercles élitaires, le Herrenklub à Berlin, le Nationalklub à Hambourg, le Industrieklub à Düsseldorf, pour permettre une sociabilité des élites patrimoniales, des élites traditionnelles, qui se rassurent entre elles et qui défendent, alors de manière opiniâtre, leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général qui n'existe pas à leurs yeux, et qui ont une conception, on va dire, agonistique, polémique, guerrière de la politique, puisqu'il s'agit de faire primer l'intérêt d'une classe sur celui d'une autre. Et alors ça, ce qui permet de bien l'identifier, c'est effectivement la sociologie, ce sont les sciences sociales en général. Et en arrière-plan de tout cela, une tradition épistémologique qui vient du matérialisme historique. Professeur Salle, directrice de cet institut, citait Karl Marx, donc citons Karl Marx à Genève. De fait, de la tradition marxiste est née sociologiquement, historiquement, géographiquement, dans toutes ces disciplines, en anthropologie également, une vision en termes de détermination sociale, d'identité sociale et d'intérêts sociaux qui expliquent beaucoup de choses à ce que les Allemands vivent entre 30 et 33 et à la catastrophe qui se déploie, parce que un des grands succès d'Hitler, c'est d'avoir su convaincre le patronat allemand qu'il était de leur côté et qu'il leur promettait le match retour de ce qui s'était passé en 1918. 1918, c'est le moment où les patrons lâchent tout, parce qu'il y a urgence, il y a le feu dans la maison, donc on lâche tout, la représentativité syndicale, les conseils d'entreprise, la journée de 8 heures, ils disent oui à tout. Et évidemment, Hitler leur promet un retour sur tout cela. Et c'est de fait ce qu'il va se passer. Donc ça permet de comprendre ce qui s'est passé à cette époque, comme ça nous permet, alors là, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis, on n'a pas besoin de faire un dessin, on a compris qu'on était revenu à une période encore antérieure, qui est celle des robber barons d'avant 1914. Dérégulation totale, absence d'état social, absence du droit du travail, loi du plus fort, darwinisme social à tous les étages, eugénisme totalement délirant de la part de certains, et défense, là encore, obstinée, violente, des intérêts de classe de certains. Warren Buffett disait la guerre des classes, ça existe, c'est nous qui la menons et c'est nous qui la gagnons. Une autre chose qui m'a frappé, et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à lire ce livre, c'est que Adolf Hitler est nommé 4 fois, 5 fois, on ne le voit jamais apparaître. On ne sait pas vraiment si c'est un ectoplasme, un fauve qui est prêt à bondir. Et c'est une raison pour laquelle j'évoquais la plume. Mais là, vous avez dit quelque chose d'autre qui me fait réfléchir sur... En fait, un autre oxymorone, vous parliez des libéraux autoritaires, mais aussi, en fait, le Neuer Staat, c'est aussi un non-sens, parce qu'en fait, ce qu'on voit, et vous l'avez dit dans la présentation, c'est un retour à un modèle de gouvernement que tous ces gens, et vous le dites dans le livre, connaissent beaucoup mieux, le présidentialisme. Oui, alors, autre oxymore, là encore, celui d'extrême centre. Et j'ai repris cette expression, enfin ce concept en réalité, à mon collègue et ami Pierre Cernat, professeur d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne, et qui, dans ses propres travaux sur le directoire, travaux d'HDR, a montré que s'érigeait en 1794-95 une caste politique qui luttait déjà contre les extrêmes, le mot apparaît à ce moment-là, donc l'extrême droite royaliste, l'extrême gauche jacobine,
Staline, et qui se prétendait tempéré, modéré, centriste, à l'équilibre, au barycentre, bref, une forme si vous voulez, quasiment de parousie ontologique de la stabilité. Et Pierre Cernat montre qu'au rebours de tout ce discours-là, et de ces mots-là, ces mots mêmes, centre, extrême, etc., le centre est extrémiste. Il est très violent. Il veut une extrême concentration du pouvoir, il diligente une extrême centralisation du pays et il est prêt à la plus extrême violence si on conteste son pouvoir. Lequel pouvoir est là pour favoriser des intérêts sonnants et trébuchants, puisque c'est la période de la grande spéculation sur les assignats, sur les biens nationaux et sur les fournitures aux armées, puisque la France est en guerre à peu près contre toute l'Europe à l'époque. Et Pierre Cernat montre que ce concept qui est valide pour la période 95-99, avec comme factotum Bonaparte, qu'on a cité tout à l'heure, qui est celui qui tire au canon. Ces gens-là font tirer au canon dans les rues de Paris. Vous imaginez, on met des canons en batterie, on tire sur la foule. Bon. Ben, cette histoire se poursuit sur 2 siècles jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai emprunté ce concept qui est désormais reconnu partout et internationalement. Je l'ai appliqué à l'Allemagne de 1932 pour montrer qu'on avait affaire à des extrêmes centristes. Des gens qui disent « nous sommes le camp de la raison, nous sommes la modération, nous sommes les gens bien nés, nous sommes les modérés, nous avons raison sur tout, nous avons la meilleure politique ». Ils le disent ouvertement, ils le répètent, et qui sont parallèlement prêts à la violence la plus rabique s'il s'agit de remettre en cause leurs intérêts, puisque perdant élection après élection, ils envisagent ouvertement le coup d'État militaire, le fait de faire tirer sur la foule, ça ne leur pose aucun problème. Et pour éviter au fond une solution qui pourrait mal tourner, puisque l'armée, à l'automne 1932, c'est l'armée elle-même qui dit qu'elle ne pourra pas résister à une insurrection généralisée doublée à une invasion du territoire. Donc il faut renoncer au coup d'État. Et c'est sur ce fondement-là seulement, parce que l'armée n'était pas disponible, que l'option de l'alliance avec l'extrême droite est prise en toute irresponsabilité, là encore, puisque ce sont des gens qui estiment qu'ils ne seront jamais victimes de l'extrême droite. L'extrême droite en veut aux communistes, très bien, aux sociodémocrates, parfait, aux syndicalistes, formidable, aux juifs, aucun problème. Mais eux, von Papen, etc., ne seront jamais touchés. Or, là encore, attention à quoi on touche quand on touche à l'extrême droite, parce que le calcul arithmétique semblait parfait, mais lorsque vous voyez 18 mois plus tard, à l'été 1934, ce qu'ils sont devenus, les gens qui ont tenu la courte échelle, si vous voulez, ou mis le pied à l'étrier des nazis, ce qu'on appelle en allemand les Steigbügelhalter, 18 mois plus tard, ils ont soit une muselière, soit une balle dans la tête, mais littéralement, Von Papen a vu 2 de ses plus proches conseillers et amis abattus par un petit commando de la police. Donc attention, quand Goebbels dit ce sont nos cadavres qu'il faudra sortir de là, attention à quoi on touche et avec qui on fait alliance. Toute dernière question en ce qui me concerne, avant d'ouvrir au public. Une autre raison pour vous de lire ce livre, il y a un chapitre fabuleux et c'est un peu le chaînon manquant dans votre exposé, pas dans le livre, c'est les médias. Oui, alors là aussi, la ressemblance avec le monde contemporain était patente, tout simplement parce que là encore, on a expérimenté à l'époque des choses qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Il se trouve que il y avait en Allemagne dans les années 20 un milliardaire, magnat des médias, un homme qui avait décidé de passer de l'industrie lourde aux médias parce qu'il estimait que un journal était beaucoup plus important qu'un canon en fait pour régénérer la nation, etc. Il s'appelait Alfred Hugenberg et il a créé un empire médiatique de plus de 1600 journaux. En possession directe ou indirecte, qui, dans la seconde moitié des années 20, ont totalement extrême droitisé l'espace cognitif, médiatique, public allemand, en imposant les paniques morales. Alors à l'époque, c'était pas le wokisme, c'était le bolchevisme culturel. Kulturbolschewismus. Personne ne savait ce que c'était, mais ça voulait dire féminisme, homosexualité, liberté de mœurs, art moderne, cinéma, vie urbaine, enfin
tout ce qui n'était pas bien, c'était du bolchevisme culturel. Bon. Une ligne férocement anti-marxiste. Alors, dans l'anti-marxisme, vous aviez les pauvres sociodémocrates qui n'en demandaient pas tant. Bon. Et également tous les faits divers les plus sordides qui pouvaient alimenter cette extrême droitisation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a obtenu sa récompense, cet homme-là, en devenant le ministre de l'économie du gouvernement Hitler-Papen, du 30 janvier 1933, et lui aussi, en 6 mois, alors, il a échappé au pire, mais en 6 mois, il n'est plus ministre, et il a dû céder tout son empire médiatique à prix d'amis à un nouveau ministre qui a été nommé le 11 mars 1933, qui s'appelle le docteur Joseph Goebbels, et qui a 2-3 idées sur les médias lui aussi. Voilà, merci beaucoup. Et on ouvre immédiatement à des questions du public. Et il y a des micros. Voilà. Je vous prie de poser des questions brèves, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci beaucoup pour votre très intéressante explication. Vous avez mentionné des parallèles entre les années 1930-33 et notre époque contemporaine. Et je vais aller contre l'avis du professeur Rodogno d'appliquer les lessons learned et vous demander qu'est-ce qu'on peut faire face à cette avancée très inquiétante de ces similarités en tant qu'individu. Bien que je considère qu'on ne puisse pas stopper un mouvement seul, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ces parallèles, à ces similarités? Quelles sont les lessons learned ou quelles sont les petites pratiques quotidiennes? Alors, je crois induire de votre question que vous n'êtes pas précisément pro-nazi. Et alors, c'est-à-dire que vous êtes intempestive à l'heure qu'il est, puisque désormais on peut faire des saluts nazis en mondiovision, sous les acclamations de la foule, et en suscitant des discussions médiatiques sans fin sur le fait de savoir si c'était bel et bien un salut politique ou si c'était pas plutôt un geste d'amour envers la foule, etc. Bon. Les gens comme vous, comme moi et comme beaucoup de gens dans cette salle, j'imagine, ont été frappés évidemment de sidération, de stupeur, qui a été d'ailleurs une arme nazie très importante au moment où ils sont arrivés au pouvoir. Ils sont allés tellement vite et tellement puissamment dans la destruction des institutions, de l'État et de l'État de droit, que l'opinion publique allemande en a été vitrifiée, si vous voulez. Et déjà, il faut résister contre ça. Et garder son sang-froid et voir bien qu'on a affaire à des phénomènes éminemment conjoncturels. On a, au fond, une vague d'extrême droite qui est puissamment soutenue dans tout ce qu'elle a de pire, le virilisme, le nationalisme, la xénophobie, etc., par ce qu'il se passe en ce moment aux États-Unis. Or, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que Trump a fait en 2024 à peu près le même nombre de voix que lorsqu'il a perdu en 2020. C'est-à-dire que c'est l'électorat démocrate qui ne s'est pas déplacé pour Kamala Harris, qui a permis l'élection de cet individu. Donc c'est quelque chose d'assez réversible. Et les prochains midterms, moi je demande à voir. Parce que là, on est 1 mois après l'arrivée au pouvoir, c'est déjà une catastrophe. Bon, sur le modèle du premier mandat, qui avait été une ébouriffante série de stupidités, d'échecs, de mensonges et de déclarations burlesques. Là, on a une inflation qui monte en flèche en raison d'une politique économique absurde, et par ailleurs, on a une destruction accélérée de l'État par des gens totalement radicaux et incompétents qui suscitent l'insurrection dans l'électorat républicain lui-même. Donc déjà, restons, analytiques vis-à-vis d'un contexte qui n'est pas celui que l'on croit. Ensuite, on peut voter. Alors, je sais qu'il y a certains pays, désormais, je peux en parler en tant que Français, où on ne respecte plus le résultat des élections, ce qui est une variante radicalisée du libéralisme autoritaire. Alors, au-delà de cela, il y a Trump qui veut envoyer des troupes au Groenland, mais déjà, le fait de ne plus respecter le résultat des élections, c'est un processus de fascisation que l'on connaît, que l'on a connu à l'époque et que l'on connaît actuellement. Donc, on peut se mobiliser contre cela. Et ensuite, on peut faire ce que l'on fait ce soir, par exemple, lire, discuter, écrire, affiner notre regard, se tenir chaud, s'encourager, rester solidaire face à effectivement une monstruosité qui se déploie, et qui se déploie avec toute la bêtise et la violence que l'on connaît à l'extrême droite, désormais trumpo-muskienne, ou mileienne en Argentine, mais qui, encore une fois, est fragile. Voilà, il y a une apparence de la puissance, il y a une vocifération pétaradante
qui va bien d'ailleurs avec le virilisme imbécile de ces gens-là, mais c'est quelque chose de très réversible et de très fragile. Et on en voit déjà les manifestations aux États-Unis à l'heure où on parle. C'est une insurrection de l'électorat républicain contre la destruction d'un État qu'ils n'ont pas voulu. Voilà, c'est de la part de quelqu'un en plus qui n'a pas été nommé, qui n'a aucune légitimité, etc., etc. En comparaison donc, avec ce qui se passe maintenant, je vois la différence suivante. C'est que le processus qui avait lieu avant n'a pas vraiment changé de direction. C'était à ce que j'observe, la suite logique qui était nécessaire pour continuer la même direction. Je m'explique. Une partie du secteur privé a, ces dernières années, ou bien depuis un bon moment, vidé les gouvernements de tout ce qu'ils avaient comme autorité, bien, pouvoir, etc. Mais il y avait cette dernière phase qu'ils ne pouvaient pas dépasser sans perdre en fait leurs clients dont ils auraient besoin. Donc ils avaient besoin un élément, un agent surprise qui le ferait à leur place. En fait, je vois ça un peu comme ça. Qu'en dites-vous ? Alors, ce que je comprends de votre intervention, c'est que il n'était pas possible de franchir le pas de la fascisation explicite et qu'il fallait garder une forme de vernis de respectabilité, de démocratie, d'humanisme, de tempérance. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'effet Trump balaye tout ça, puisqu'on a affaire à une personnalité sans aucun surmoi, qui exprime avec vulgarité, brutalité, ce qu'il y a de plus violent dans le capitalisme originel, qui est une prédation, une exploitation généralisée. Là, très clairement, le consensus poli, au fond, des 30 Glorieuses, une période de haute croissance, où on respectait la démocratie, où on respectait les valeurs libérales d'un point de vue politique, où on respectait également le droit international, c'est terminé. Maintenant, on parle d'annexer le Canada. Enfin, c'est à un niveau burlesque qui suscite quand même l'étonnement. Hein. Donc effectivement, il y a une forme d'empowerment, pour parler en bon franglais, d'habilitation, au fond, d'acteurs sociaux en Europe qui se disent écoutez, regardez, si ça se fait là-bas, on peut nous aussi aller dans cette direction-là. On l'a vu tout de suite avec un multimilliardaire français qui, revenant tout ébobie de la cérémonie d'inauguration aux États-Unis, a dit que on taxait les hauts revenus, c'était impensable, taxer les bénéfices, c'était atroce, qu'on lui a arraché un membre, quasiment. De la même manière qu'on voit des plateaux de radio et télévision disserter doctement sur la méthode Milley. Ah tiens, il a fait baisser l'inflation, alors c'est peut-être que la tronçonneuse, ça marche, il faudrait peut-être imposer ça également en Europe. Oui, alors on retient un indicateur qui est la baisse de l'inflation, mais on oublie qu'il y a désormais 50% de la population argentine sous le seuil de pauvreté. C'est peut-être que, là encore, pour revenir à votre question, comment faire, comment étonner la catastrophe, peut-être un petit peu plus d'intelligence et de bon sens de la part des journalistes qui ne peuvent pas s'engouffrer à ce point-là dans la propagande néolibérale ou d'extrême droite la plus brutale, sans aucun esprit critique. Ça, c'est quand même curieux. Ce que faisait la presse Hugenberg à l'époque. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'ai deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce qui entraîne en 1932 la baisse des
nazis, en fait, pourquoi ils perdent autant de points. Et ma deuxième question, c'était par rapport à l'irresponsabilité, en fait, comment, outre à travers les 1600 médias, comment l'idée se diffuse dans la société, c'est-à-dire pas seulement auprès des élites, mais tout à l'heure vous parlez de l'enseignement, dans les modifications de ce qu'on enseigne, etc., parce qu'il y a un parallèle avec aujourd'hui, même s'il ne faut pas trop... Mais du coup, si on a réduit aujourd'hui les questions dans l'enseignement, c'est que progressivement l'idée est passée parmi un grand nombre de personnes. Voilà, c'est simplement ces deux questions. Merci. C'est vrai que alors je parle pour la France, puisque je n'ai pas regardé ce qu'il en était des programmes et des manuels dans les différents cantons suisses, mais pour ce qui est cet enseignement unifié nationalement en France, j'ai vu que entre les années 90, où j'étais moi-même élève, et puis aujourd'hui, on ne considère plus, alors on va dire des hauts fonctionnaires, et des membres des conseils des programmes, des ministres, ne considèrent plus qu'il soit important de réfléchir à la disparition, encore une fois, d'une grande démocratie au cœur de l'Europe, au cœur du XXe siècle. Et ça, je pense que c'est un fait qui, de manière minimale, peut susciter notre étonnement. Ensuite, pour votre première question, pardonnez-moi, pourquoi les nazis? Oui, alors sur la baisse des nazis, alors c'est dû à leur sociologie électorale. Là aussi, c'est une idée sur laquelle je reviens dans le livre, puisque quand on vous présente la consécution mécanique de la crise qui entraîne ceci et cela, déjà, c'est un schéma qui fait peser un soupçon très lourd sur le suffrage universel. Méfions-nous du suffrage universel parce que ça entraîne les extrêmes, etc. Et par ailleurs, il y a cette idée qui est corollaire, qu'au fond, ce sont les victimes de la crise qui votent nazi. Or, on se rend compte que ceux qui sont en première ligne de la crise, en gros l'électorat ouvrier traditionnel et les chômeurs, votent très très majoritairement social-démocrates ou communistes. Il y en a qui votent nazi, ça existe partout, c'est transclasse le nazisme, mais de fait, très majoritairement, les électorats de gauche restent à gauche. Le vote nazi, ça a été dit déjà, effectivement, par des analystes, des sociologues ou des personnalités politiques dès les années 30, c'est un vote petit bourgeois. Ce sont des gens qui votaient libéral autoritaire, national conservateur, et qui se sont déportés vers les nazis. Et de fait, il y a une corrélation assez explicite entre l'effondrement des partis de droite traditionnels, y compris le DNVP de Hugenberg, parti d'extrême droite, et l'inflation de l'électorat nazi. Et on se rend compte que à l'échelle locale comme à l'échelle fédérale, nationale, dès que les nazis baissent, que ce sont les partis traditionnels, et notamment le DNVP, qui récupèrent cet électorat. Et alors pourquoi ils le récupèrent ? C'est parce que cet électorat petit bourgeois radicalisé, qui a peur du déclassement, qui a peur de la crise, et qui est parfois touché aussi par la crise, les petits commerçants, etc., est également un électorat porteur d'un impératif d'ordre. Or, les nazis ont semé le chaos à l'été 1932 lors de la campagne électorale législative. C'est-à-dire qu'un des gestes de bonne volonté des libéraux autoritaires vis-à-vis des nazis, c'était de réautoriser les SA et les SS qui avaient été interdits par Brüning et de dissoudre. Donc il y a une campagne électorale en juillet 1932 et là il y a 100 morts. Les nazis tuent. Et c'est quelque chose qui choque cet électorat-là, qui ne veut pas de cela, et qui se replie sur des partis, plus pondérés, plus marqués par une compacité bourgeoise plus avérée, typiquement Hugenberg. Hugenberg est un chef de parti, le DNVP, c'est un homme d'extrême droite, mais il se balade jamais en uniforme avec un brassard, il va jamais hurler, c'est un très mauvais orateur, et il a, c'est vraiment le phénotype du parfait petit bourgeois. Le costume 3 pièces, la montre à gousset, les cheveux en brosse, les petites lunettes, il est rassurant. Et donc on se replie sur ce type d'offre politique au détriment des nazis. Je vous propose de prendre les deux dernières questions, si c'est OK pour vous. Voilà. On les prend ensemble, ça vous va ? OK. Alors, je ne sais pas si je peux être claire, mais il y a une chose que je trouve dans la façon de faire la politique en Europe vis-à-vis de Trump et de Poutine, je ne sais plus comment vous le prononcez en français, qui manque de psychologie. Et quand on va
aux États-Unis pour parler avec Trump, on est en train de lui donner le pouvoir. Alors que, et aussi c'est un mot que je ne connais pas en français, he's a bully. Je cherche dans le dictionnaire, vous n'avez pas l'équivalent. Et quand vous avez un bully, ce qu'il faut faire, c'est être plus fort. Parce qu'il va partir avec la queue entre les jambes, comme un petit chien. Et maintenant, on est en train de reconnaître son pouvoir tout le temps. Et donc, on lui donne le pouvoir. Et une deuxième observation, c'est par rapport aux gens qui votent. Avant, les ouvriers étaient communistes. Maintenant, ils ne le sont pas. Ils sont de droite. Et c'est un problème dans tous les pays quand il y a un vote. Sur Trump, je réponds quand même parce que effectivement, ce que vous soulevez là est un enjeu également des années 30. C'est-à-dire qu'après 1933, il y a eu une volonté de la part des chancelleries européennes et des élites traditionnelles d'Europe de traiter les nazis en partenaires de discussion, notamment dans le cadre de la politique d'appeasement. On allait mener un dialogue rationnel, leur donner ce qu'ils voulaient pour les calmer. Bon, ça a été un échec total parce qu'ils étaient dans une dynamique de radicalisation cumulative telle qu'une concession en amenait forcément une autre exigence et une autre demande. Là, avec Trump, c'est effectivement la même chose. On ne peut pas discuter rationnellement sur les fondements de cette épistémée traditionnelle des relations internationales. Et ça vient du fait que, au fond, il y a une forme de fascination pour ce genre de bully, comme vous dites, de harceleurs, de violents, qui cumulent puissance militaire, richesse, violence sexuelle, enfin, vraiment tout ce qu'il y a de pire dans le virilisme imbécile de gens qui peuplent nos élites aussi. Macron est quelqu'un qui est fasciné par l'extrême droite et par ce genre de brutalité, si vous voulez. Et lui-même est quelqu'un de très brutal. Et il y avait cette même fascination pour les nazis dans les années 30. Parce qu'on avait reconnu également dans les nazis des partenaires de jeu. Au fond, en détruisant en quelques semaines le Parti communiste, le Parti social-démocrate, tous les syndicats, en menant une politique de réarmement qui faisait travailler tous les secteurs de l'industrie traditionnelle allemande, le caoutchouc, le charbon, l'acier, l'électricité, la chimie, etc., les nazis avaient recréé une zone d'investissement optimale en Allemagne, dans laquelle on investissait massivement, puisqu'on faisait confiance à ce régime-là. Et donc on discutait avec les nazis parce que c'était de fait des partenaires d'affaires. Et ça explique énormément de la trajectoire de l'Europe de l'Ouest dans la seconde moitié des années 30. Au fond, on était d'accord avec beaucoup de choses que disaient les nazis. Évidemment, après 1945, le discours était tout autre. On a vu ce qu'était devenu le nazisme à partir de 41-42. On avait mené une guerre mondiale contre eux. Bon, mais avant 1940, le plus tôt Hitler que Blum, il me semble qu'il a résonné de manière éclatante un petit peu partout en Europe. Entre un socialiste qui gouverne avec l'aide des communistes et qui mène une politique sociale d'un côté, qui est juif en plus, horreur, et de l'autre côté, quelqu'un de raisonnable, qui parle avec les patrons, qui réduit à qui a le syndicalisme, le choix est vite fait. Oui. Dernière question. Merci beaucoup tout d'abord pour votre intervention. J'aurais deux questions. La première, en tant qu'historien, est-ce que les peuples ont une mémoire ? Quand on entend les gens voter ou qu'on voit les gens voter, on peut sérieusement se poser la question, et pas seulement de Français, quand on leur dit « mais pourquoi vous votez l'extrême droite ?», on n'a jamais essayé. Est-ce que c'est possible de répondre ça ? D'autre part, est-ce que c'est possible d'avoir un parti, disons, copie ou néo-nazi en Allemagne qui arrive deuxième aux élections ? Parce que le peuple allemand a tout oublié. Et la deuxième question, est-ce que nous sommes mieux équipés en 2025 qu'on ne pouvait l'être en 2030 avec l'acquis de notre société, nos institutions, les droits qu'on a obtenus, la société civile qui s'est créée? Est-ce que finalement on sera mieux paré pour faire face à cette marée brune, ou au contraire on sera exactement comme il y a 100 ans? Alors je commençais par votre deuxième question. Il me semble qu'on est dans une
bien meilleure situation qu'il y a un peu moins de 5 ans, dans la mesure où, premièrement, on a déjà essayé et on sait vaguement ce que ça peut donner. Et par ailleurs, si de fait, en face, la monstruosité qui se déploie dispose d'un arsenal technologique incomparable avec ce dont disposait Goebbels, en face, nous aussi, nous disposons de moyens d'information, de réticulation, de solidarité, d'entrée en coalescence qui sont incomparables avec des militants ou des citoyens du début des années 30. Donc, de ce point de vue-là, moi aussi, je serais plus optimiste. D'autant plus qu'encore une fois, il faut se garder de la sidération et du fait d'être interdit par ce qu'il se passe. Il faut garder une tête froide et voir bien la faiblesse de l'extrême droite. Alors, est-ce que les peuples ont une mémoire? C'est une question qui pourrait être thématisée dans le sens de la psychologie des peuples du 19e siècle. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais dire tout simplement qu'au fond, la structuration de l'espace médiatique et au-delà de l'espace cognitif actuel pousse vers ce que François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire l'absence radicale de mémoire, d'histoire, puisque, alors c'est une banalité maintenant de le dire, mais les ordinateurs que nous avons dans nos poches nous poussent à l'émerveillement instantané, l'indignation immédiate, et certainement pas à la longue durée. Alors bon, ça c'est une banalité de le dire. Ces ordinateurs de poche nous permettent aussi peut-être d'aller voir ensuite des articles un petit peu plus longs qui nous permettent de prendre la distance, de conceptualiser, de contextualiser, de penser, de thématiser. Et donc, il est évident que par contre, des médias qui sont détenus comme les médias Hugenberg au début des années 30 par des intérêts privés, qui ont un agenda politique et qui ont des idées bien précises sur la manière d'orienter la société, évidemment ces médias-là, qui devraient être un petit peu mieux contrôlés. Je parle pour la France. Je ne connais en Suisse que la RTS, que je trouve absolument remarquable. Mais en France, j'observe une dérive des médias dans le sens d'un effondrement intellectuel et moral très étonnant. Enfin, très étonnant à première vue. Ensuite, quand on voit la sociologie de ces médias-là, quand on voit les phénomènes d'endogamie sociale qui, comme la comme l'endogamie biologique congénitale produisent les mêmes catastrophes, évidemment, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir affaire à une analyse vraiment critique et élucidante de ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, tout nous pousse effectivement au présentisme. C'est à nous de faire notre métier de citoyen, comme disait l'historien Claude Nicollet. Je pense que sur ces mots, c'est bien de conclure. Je vous remercie beaucoup, Yoann Chapoutot. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup.